Alors, Antonio Albanese pour Trouspe. Et on commence. Alors, de quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger? Ça commence bien parce que moi, la littérature suisse, être un auteur suisse, ça m'a jamais beaucoup attiré. J'ai même plutôt. Je crois que j'aurais envie d'offrir un livre d'un deuxième génération, quelqu'un comme par exemple Incardena, tiens. Ouais, j'offrirai un livre de Joseph Incardena. Parce que pour moi, la Suisse, c'est ça, c'est cette espèce de melting pot, puisque je suis un produit typique de l'immigration italo-espagnole. Et donc, quand on parle d'auteurs suisses, littérature suisse, j'ai beaucoup de mal à m'identifier. Pour moi, c'est un décor, c'est mon décor, c'est l'endroit où je vis, j'y ai fait des liens, etc. Mais ça veut pas, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, au fond. Alors peut-être que ce pas grand-chose définit en fait beaucoup, hein, allez savoir. Mais voilà, je pense que j'offrirai un texte d'Incardena, parce que c'est un auteur... justement que j'identifie pas forcément comme un auteur suisse, même s'il a écrit certaines choses qui relatent de son expérience aussi en Suisse, hein. Permis C par exemple. Mais c'est surtout un bon auteur, je pense. Donc j'aurais envie de dire, il y a des gens qui habitent ici, qui font des choses qui tiennent la route face à n'importe quel autre auteur de n'importe quel autre endroit. Voilà, en fait, ce que je ferais. J'en prends une autre. Qui choisiriez-vous pour illustrer un nouveau billet de banque? Je pense que je choisirais quelqu'un qui puisse donner un peu un sens de la culpabilité face à l'argent. J'aimerais bien... Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il y a ce type qui, il y a quelques années, est devenu célèbre, parce que je crois que c'est devenu l'homme le plus détesté, peut-être au monde. Un jeune arrogant qui avait acheté une entreprise qui fabriquait des médicaments, puis qui du jour au lendemain avait augmenté le prix de 500%. Puis il avait été interviewé, puis on lui a demandé pourquoi, il avait dit parce que je peux. Et puis c'était devenu, alors je sais pas comment il s'appelle, mais peut-être que je mettrais un type comme ça, voilà, qui nous donne un peu mauvaise conscience face à l'argent. Je pense que ce serait bien. Avec quel écrivain décédé ressuscité pour une soirée aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Il faudrait que ce soit une soirée mémorable. Alors, il y a beaucoup d'écrivains que j'aurais voulu rencontrer, que j'aimerais rencontrer, mais si vraiment je devais passer une soirée, je pense que j'aimerais passer une soirée avec, je sais pas, quelqu'un comme Rabelais, par exemple, parce que là, je pense qu'on s'ennuierait pas. Je pense que, enfin, si lui revenait pour une soirée, j'ose pas imaginer vraiment alors, ce serait pas une bière, probablement. Mais ce serait quelqu'un comme Rabelais, quelqu'un de trop grand pour la vie, d'exubérant, et puis ce serait fascinant, les discussions. Bien sûr, j'aimerais passer une soirée avec Montaigne, mais je pense que ce serait une soirée beaucoup plus ennuyeuse au fond. Peut-être plus intéressante, mais moins drôle. Donc non, je garde mon premier choix, je passerai une soirée avec Rabelais. Alors, quel mot évoque le plus de douceur? Quel mot évoque le plus de douceur? Pour moi, c'est une question difficile parce que j'ai toujours trouvé que les mots changeaient tellement en fonction de leur contexte, hein, qu'un mot qui évoque de la douceur peut devenir terrifiant, je sais pas, de cruauté, de douleur, si on le change de contexte. Alors, il faudrait que ce soit plutôt un mot que je choisisse pour ses qualités sonores, pour, je sais pas, un mot comme tiramisu, par exemple. Voilà. Ça évoque pour moi de la douceur, du moelleux, de l'onctueux, mais pas seulement par rapport à ce à quoi il se réfère. Parce que de nouveau, hein, si je sais pas, si j'écris
Elle préparait le tiramisu le plus terrifiant que vous puissiez imaginer. Tiramisu est plus un mot qui évoque de la douceur. Donc c'est plutôt pour sa connotation, ses sonorités comme ça, italiennes, je dirais. Tiramisu. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Bon, à part évidemment, s'il y a des personnes, eh ben les personnes, à part s'il y a ma belle-mère. Mais je dirais une guitare. Je pense que je choisirais une guitare. J'ai quelques guitares qui me tiennent à cœur, qui me sont chères, que je pourrais pas remplacer au fond. Il y a parfois comme ça des objets, des instruments, pas seulement à cause de ce qu'ils sont, parce que voilà, il y en a qui disparaissent, et puis parfois il y a un modèle un peu particulier qui est là, qu'on a trouvé, qu'on a déniché, qu'on a joué, avec lequel on a établi toute une relation, et puis je partirais, je pense, avec une guitare, évidemment, mis à part les êtres vivants. En même temps, si ma maison brûle, j'aime bien le si là-dedans. Si ma maison brûle. J'ai l'impression que je peux tout inventer derrière, parce que je pense pas que ma maison brûle. Donc, si ma maison brûle, je sauverais mon lapin. Voilà. J'ai pas de lapin, mais je trouve que ce serait une belle chose à sauver si une maison brûlait. Un lapin. Alors, quel est le son, le bruit que vous aimez entendre? Bon, les sons. Quel est le son, je préfère. Je vais répondre le bruit, parce que les sons. Étant musicien, il y a beaucoup de sons qui me. Enfin, disons, je vais dire, c'est pour moi une réalité un peu complexe, le son. Mais le bruit, il y a des bruits que j'adore entendre. Alors, le premier qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est le bruit d'un 3 cylindres, par exemple. Hein, le bruit d'un beau 3 cylindres, moteur bien équilibré, c'est à la fois assez doux, mais aussi un peu moelleux, comme ça monte dans les tours plus vite qu'un 4 cylindres. Moi, je dirais un 3 cylindres, un beau 3 cylindres. Euh, alors lequel, je sais pas, un MV Agusta par exemple, ou un vieux Triumph 3 cylindres. Voilà un beau bruit. Selon moi, hein, je peux comprendre. Enfin, aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, c'est plutôt vu comme quelque chose de très négatif. Hein. Mais c'est dommage. Hein. C'est dommage. On oublie un peu vite tous les progrès que John Cage a permis en termes de distinction entre les bruits et la musique, ou bien de dépasser cette distinction entre les bruits et la musique. Et puis, je pense que si on était plus attentif au bruit qui nous entoure, et moins sur ce réflexe de trouver que tout ce qui vient de l'extérieur est une gêne, nous dérange, est là pour nous empêcher personnellement de dormir. Voilà, on a tous été comme ça. Moi, pendant des années, je trouvais que le bruit des cloches le matin m'agressait personnellement. Je trouvais que c'était une atteinte à l'intelligence de faire sonner des cloches le matin pour une mythologie quelconque. Et puis je pense que c'était de la bêtise. Je pense qu'il y a un charme aux cloches qui sonnent le matin. Et puis tout d'un coup, quand on se met à entendre, en tout cas quand on se met à écouter le son vraiment de ces cloches, et plus ce qu'elles sont censées représenter, etc. Tout d'un coup, on peut les faire siennes, on peut s'approprier ce paysage sonore. Puis je pense que les gens devraient essayer de faire la même chose, même avec un 3 cylindres qui passe au loin le soir, plutôt que le vivre comme une agression, de vivre comme une forme de musique, hein, un peu poétique. C'est pas gagné. Hein. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori? Je jure pas beaucoup. Je
crois que c'est plutôt le blasphème qui me... Je crois que mon blasphème favori, en fait, c'est pas un blasphème, c'est celui de... C'est Don Juan, c'est quand Don Juan tente le pauvre. Et puis qu'il lui dit, jure un peu, je te donne... tu veux un peu d'argent, je vais te le donner, mais fais-moi... Voilà, en échange, jure, blasphème. Puis on l'entend pas, il le fait pas, hein, il s'accroche, il jure. On a beau avoir tout le monde qui lui dit mais vas-y, en fait, c'est pas bien grave. C'est le blasphème en tant que tel. Pas besoin de le formuler ou de le dire. C'est-à-dire, en fait, c'est le défi. C'est le défi lancé aux croyances, au fond. C'est ça mon juron préféré. C'est nom de Dieu, en réalité. Je crois qu'il n'y a pas vraiment... Mais oui, c'est ça, nom de Dieu. Je continue. Que pensez-vous de cette citation ? La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. C'est de Pessoa. La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Et pourtant, de la part de quelqu'un qui en a vécu autant, je suis pas... Elle est belle, hein, c'est une belle citation. Je suis pas sûr que je la partage au fond. On pourrait, comme toutes les citations, on pourrait la renverser. On pourrait dire que la littérature prouve que la vie est trop... nous submerge de trop d'informations. On a besoin de la littérature pour simplifier cette vie, puis essayer d'y comprendre un peu quelque chose. Pour essayer de faire le point, pour essayer de se situer. Et puis... la vie, c'est comme une sorte... la littérature, c'est comme une sorte d'expérience scientifique. Il faut choisir ses paramètres. Il faut créer un cadre à l'expérience pour essayer de découvrir quelque chose. Mais si on prend tout, si tout est là, il n'y a pas d'expérience scientifique. C'est le laboratoire du cosmos. D'accord ? Pour essayer d'y comprendre quelque chose, il faut au contraire réduire les paramètres. C'est de nouveau aller dans le sens de Rabelais, chercher la quintessence, essayer d'aller dans quelque chose d'essentiel en enlevant le superflu, en enlevant ce qui nous permet pas de réfléchir à quelque chose. Donc au fond, c'est une belle citation, mais j'aurais envie de la renverser, puis de dire que l'inverse est vrai. La littérature prouve que la vie, c'est trop. C'est trop de choses. Que détestez-vous par-dessus tout ? L'arrogance. L'arrogance, le sentiment de supériorité. Je crois que c'est ce que je déteste le plus, au fond. Et c'est fou de voir que c'est quelque chose qui traverse absolument toutes les classes sociales, les niveaux culturels. Des gens très intelligents, arrogants, sont détestables. C'est peut-être les pires d'ailleurs même, au fond, parce que leur arrogance n'est même pas excusable. Je pense que c'est l'arrogance, parce que ça témoigne d'une telle incapacité à essayer de se mettre à la place des autres. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des écrivains arrogants, ce qui paraît aussi paradoxal, puisqu'il me semble que c'est un peu le principe, hein, d'essayer de se mettre à la place des autres, pas prendre leur place, mais essayer de faire cet exercice de fiction qui consiste à s'identifier, pour parler aussi, pour dire des choses. Donc voilà, l'arrogance. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ? Flic. J'aurais pas aimé faire
encore, je comprends pas qu'on puisse choisir ce métier. C'est un mystère. Pour moi, je dis pas qu'il en faut pas, je dis pas que... Enfin si, je pense qu'il en faudrait pas, parce que l'anarchie serait le plus beau système qu'on puisse imaginer, que les gens s'autogouvernent. Mais bon, voilà, vu qu'on est tellement primitif, on n'y est pas encore, donc peut-être qu'il faut une forme certainement d'autorité et une fonction qui fasse respecter cette autorité, mais qu'on puisse choisir délibérément de le faire, ça m'a quand même toujours étonné. Ça me plairait pas, d'autant plus que, enfin, c'est pas, ça me plairait pas qu'on me regarde parce que j'ai un uniforme et que tout d'un coup déjà tous ces rapports-là sont posés. Et puis, je veux dire, les pauvres, enfin, faire un métier où la plupart des gens vous détestent, mais aussi en plus, j'ai bien conscience que j'imagine que la majorité de leur travail, c'est d'aller aider des gens, c'est d'intervenir dans les situations compliquées, difficiles. Mais si vraiment c'est ça qui vous motive, il n'y a que l'embarras du choix dans les métiers qui permettent d'aider les gens. Donc non, enfin voilà, j'ai trouvé. Voilà, flic. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Il faudrait... c'est un peu comme la lampe d'Aladin. Il faudrait faire un vœu qui permette de tous les réaliser. Il faudrait choisir un... Il faudrait résoudre un problème qui les résout tous. Là, peut-être si je pouvais faire disparaître là, qu'est-ce qu'il faudrait? La source de tous nos maux, qu'est-ce que c'est? C'est la soif de pouvoir, hein, peut-être. La soif de pouvoir. Si on pouvait résoudre ça. Non, en fait, ouais, c'est trop vague. J'ai une idée. Le nationalisme, voilà. Si je pouvais supprimer un problème dans le monde, je supprimerais le nationalisme. Voilà, je pense que ça résoudrait beaucoup de choses déjà. Je pense qu'on vivrait quand même plus sereinement sans le nationalisme, patriotisme, enfin toutes les versions. Hein. Allez, le nationalisme n'existe plus. On verra en sortant d'ici. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Une chanson italienne. Voilà. Chanson italienne, ça me rend toujours heureux. Un bicchiere di vino con un panino. La felicità, ça c'est... Voilà. Un verre de vin, un sandwich. C'est une chanson italienne. Je pense qu'il y a plus de... Il peut y avoir plus de thérapeutique, de philosophie dans une chanson légère qui peut-être touche plus à l'essence du bonheur que tout ce qu'on a écrit de sérieux et de réfléchi là-dedans, en fait. Parce que... Une chanson italienne. Donc, quel animal aimeriez-vous être réincarné? J'hésite entre un animal, je sais pas, un truc qui a de la gueule, un animal, un cheval sauvage, ou alors un cheval célèbre, Bucéphale, ou quelque chose comme Boristen, un animal qui a un nom comme ça, mais j'aimerais, bien sûr, comme tout le monde, j'imagine, ou la plupart des gens, être réincarnés en oiseau, bon, pour voler. Maintenant, un oiseau, je pense qu'on dit tous qu'on aimerait être réincarné en aigle ou en un truc un peu prestigieux. Peut-être
Je viens de voir passer là derrière la fenêtre un truc comme ça, fugitif. Hein. Peut-être ça, peut-être une éphémère. Voilà, une éphémère, ou un éphémère, les deux, je crois. Une éphémère. Je pense que des fois, je me dis qu'on vit trop longtemps. Des fois, je me dis qu'on n'est pas... De toute façon, on pourrait vivre 3 siècles. Hein. On atteindrait... Enfin, on évoluerait peu, j'ai l'impression. Et peut-être que si on vivait moins longtemps, on serait plus attentif hein, aux instants. On serait un petit peu plus... Enfin, j'espère, peut-être. Je me dis que si on vivait moins longtemps, peut-être on serait un peu plus concentré. Et peut-être qu'on irait plus vite. Peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Peut-être que là, on vit trop longtemps, puis on perd tellement de ce temps qu'au fond, la fin arrive sans qu'on ait beaucoup évolué. Peut-être une éphémère. Tiens, voilà, un jour, et c'est tout ce qu'il y a. Et ben peut-être que la vie est plus intense pour une éphémère. Comment imaginez-vous les années 2050 ? 2050, donc dans une trentaine d'années, donc aujourd'hui, aujourd'hui, comme ça, moi je pense que ce sera mieux, parce que je pense que c'est pas possible. Je pense qu'on peut pas, ça peut pas aller encore très longtemps comme ça. Je pense que ce sera mieux. J'ai sûrement des biais comme tout le monde, je vis dans des microcosmes, mais quand je vois ma fille, quand je vois cette génération-là, j'ai quand même l'impression qu'ils ont compris 2-3 choses. J'ai l'impression quand même qu'ils sont dans un autre rapport au monde, à la nature, à ses ressources. Je pense que ce sera mieux. Parce que je pense que de toute façon, on peut pas. Ça va pas aller. Donc voilà, je pense pas qu'on aura résolu les problèmes de l'humanité, mais que l'humanité aura certainement résolu certains de nos problèmes. Donc voilà, je vais être, comme toujours, optimiste. Ce sera bien en l'an 2050. Pour faire une citation de Pierre Bachelet, il faut le faire. Quelle qualité préférez-vous chez un homme ? La délicatesse. La délicatesse. Les hommes délicats, fins, délicats. Je parle bien d'un point de vue intellectuel. Hein. J'ai des amis qui sont des brutes épaisses, mais qui sont d'une délicatesse dans leur regard. Délicatesse, ouais, dans le regard qu'ils posent sur les choses. Hein, dans leurs idées, mais même dans leurs gestes. Hein. La délicatesse chez un homme. Je trouve que c'est très très beau. Quelle est votre drogue favorite ? Alors là, je suis un peu triste en termes de drogue. En fait, je la connais pas encore. Il faudrait que je les essaye déjà. Si je prends drogue au sens littéral du terme, j'ai peut-être de la chance. J'ai encore tout à découvrir pratiquement. Je suis vraiment très peu expérimenté. Je fais partie de ces gens probablement qui ont très très jeunes été très méfiants face à ça. Je sais pas, j'aime beaucoup ma liberté d'imaginer, de penser, etc. Et puis toujours l'impression que la drogue vous empêche de l'exercer. Mais enfin, j'en sais rien, je les connais pas, alors je vais plutôt partir sur les drogues métaphoriques. Qui est la drogue métaphorique à part le vin, qui n'est pas métaphorique, Dieu merci. L'imaginaire, c'est ça ma drogue. C'est ça qui me permet de supporter, je pense, des fois
la réalité quand elle est trop insupportable. C'est l'imaginaire, c'est de pouvoir se réfugier dans cette chose infinie, cet infini qu'on porte en nous, là. Cette évasion possible à n'importe quel moment. Je pense qu'on pourrait me mettre dans une prison. Si j'ai mon imaginaire avec moi, ce sera supportable. Donc là, l'imaginaire, ma drogue favorite, c'est sûr en fait. Ben, c'est la dernière. Ah, et puis c'est la plus... Pourquoi écrivez-vous ? Donc voilà, ça allait être court en fait ce trousse. Ben là, ça va maintenant être un peu long, au fond. Pourquoi j'écris ? J'écris parce que d'abord la réponse, elle a changé beaucoup au fil du temps. Je pense que j'écrivais déjà assez vraiment jeune, j'ai eu envie d'écrire, et c'est parce que je lisais, c'est parce que j'aimais lire, et puis je trouvais ça tellement prenant d'être comme ça, immergé, aspiré dans un monde, et puis qu'un objet comme celui-là puisse avoir cet effet de vous empêcher de dormir, d'être là sous la couverture en train de... Que je crois que c'est comme ça que c'est venu, cette envie de le faire aussi. Enfin, quand on voit un truc qu'on trouve super, on a envie de le faire. Donc, la première motivation, je pense que c'était vraiment celle-là. Et puis après c'est devenu aussi c'est devenu plus important. Enfin, c'était pas seulement une envie, un plaisir, etc. C'est devenu un moyen de répondre à la vie. Un moyen de comprendre des choses, un moyen un moyen de se retrouver soi-même, parce que c'est cette façon quand même de créer un sas, hein, écrire. Alors se retrouver, il faut déjà savoir où on est, alors c'est peut-être pour ça que j'écris, pour essayer de savoir où je suis. Voilà, me situer. Je me sens profondément sceptique dans l'âme, d'un point de vue sceptique au sens philosophique du terme, hein, pas au sens complotiste, mais sceptique. Hein, j'aime remettre les idées en cause, essayer de les faire, d'y réfléchir, essayer de changer le point de vue, etc. Et puis, donc, je suis où par rapport à ça ? La littérature, écrire, ça m'aide, ça m'aide à essayer de savoir où je suis. Pour pouvoir se retrouver, il faut déjà savoir où chercher, quoi. Donc, savoir où je suis, voilà pourquoi j'écris, peut-être. Et c'est peut-être ça, au fond, j'écris pas, j'ai pas l'impression que j'écris pour quelqu'un, pour un lecteur, ça, ma foi, non, tant mieux si des gens s'y retrouvent aussi, ou s'y retrouvent, si des gens... si c'est une manière pour d'autres aussi, et parce que les livres, pour moi, c'est ça, lire, c'est aussi un processus d'identification. C'est-à-dire, je m'identifie, mais j'essaie aussi d'identifier mon identité. C'est aussi ça qui est en cause. J'essaie de comprendre où je suis quand je lis. Donc, si ça aide certaines personnes aussi à s'identifier dans leur place, mais tant mieux. Mais quelque part, c'est un effet collatéral. J'écris pas pour quelqu'un dans le sens à destination de en premier lieu. J'aurais d'ailleurs trop peur de me demander alors mais qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir, qu'est-ce qui pourrait... Et puis à oublier la raison pour laquelle justement j'écris, c'est-à-dire d'essayer d'y comprendre quelque chose, pour moi d'abord en fait. Donc voilà, pour des raisons très égoïstes, j'écris.